C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'État belge qui comparaît devant la justice pour crimes contre l'humanité. Les faits remontent à l'époque coloniale. L'affaire est portée par 5 femmes métisses arrachées à leur mère noire au Congo il y a environ 70 ans. Elles ont exigé des réparations financières à la Belgique qui conteste la qualification de l'accusation. Nous serons à Bruxelles dans ce journal. Ce chiffre effrayant, 1 millier de femmes et d'enfants, des migrants détenus par les autorités libyennes dans des centres de détention à Tripoli, sont en danger immédiat. Une alerte de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les autorités ont arrêté des milliers de migrants ces derniers jours. La suite de notre série de reportages au Cap-Vert. À quelques jours du scrutin présidentiel, nos envoyés spéciaux ont observé le déroulé de la campagne. L'archipel au large du Sénégal est réputé pour sa stabilité et pour ses scrutins transparents. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Reportage à suivre. Elles étaient métisses de mère congolaise et de père belge et elles avaient entre 2 et 4 ans lorsqu'elles ont été arrachées à leur mère pour être placées dans une institution religieuse. C'était d'usage à l'époque, une époque coloniale dominée par les thèses racistes. Ces femmes, aujourd'hui grand-mères, ont décidé de porter l'affaire devant la justice belge. Elles poursuivent l'État belge pour crime contre l'humanité, une qualification contestée par l'accusation. Le compte-rendu avec Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Elles sont la preuve vivante d'un crime d'État non avoué. Voilà les mots très forts employés dans ce tribunal de première instance, ici à Bruxelles, par l'avocate de 5 femmes métisses qui portent plainte contre l'État belge. Elles ont plus de 70 ans. Elles sont nées au Congo lorsque le pays était encore une colonie d'un père belge et d'une mère congolaise. Et comme c'était la pratique à l'époque, elles ont été arrachées à leur mère et placées dans des orphelinats religieux. On espère que la justice se fera. Nous venons chercher une réponse, que l'État belge puisse au moins reconnaître qu'on a été enlevé et nous dire pourquoi on a été enlevé. Comment on répare une vie? C'est très difficile. Quant aux avocats de l'État belge, ils plaident la prescription et avancent l'argument que la pratique était légale à l'époque. Mais en 2019, Charles Michel, qui était alors Premier ministre, avait présenté ses excuses aux métisses de Belgique, un aveu de responsabilité pour l'avocate des 5 plaignantes. Il a parlé de ségrégation ciblée, il a parlé d'enlèvement forcé et il a présenté ses excuses pour toutes les souffrances vécues par les enfants métis en raison des crimes. Il n'a pas appelé le mot crime, bien sûr, mais des actes commis par l'État belge durant la colonie. Si on remplace le mot acte par crime contre l'humanité, on est d'accord. Les 5 plaignantes réclament 50 000 € chacune. Le jugement devrait être rendu dans les semaines qui viennent, mais au-delà de cette somme, elles voudraient surtout que le Parlement belge vote une loi pour tous les métis dans leur cas. Alerte danger en Libye. 1 millier de femmes et d'enfants, des migrants détenus dans des centres surpeuplés de Tripoli sont en danger immédiat selon l'UNICEF. Dans les détails, il y aurait 751 femmes et 255 enfants interpellés récemment lors d'arrestations massives où des milliers de migrants doivent survivre dans des conditions extrêmement précaires. Nicolas Jam. La presse a eu un accès rare à un centre de détention de migrants en Libye. D'après l'ONU, il y a 6 migrants dans le pays. Depuis 2 semaines, les autorités en ont arrêté plusieurs milliers et les ont placés dans des centres comme celui-ci, auprès de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Un rapport de l'ONU évoque de possibles crimes contre l'humanité commis contre des migrants en Libye. Je suis venu en Libye en 2017. J'ai été emprisonné 7 mois. J'ai torturé. En 2000, avec peu d'eau, peu de nourriture. Un jour, on s'est enfui, mais en route, j'ai été vendu avec 16 autres migrants dans la ville de Bani Walid. Puis je me suis échappé de nouveau. Ici, les migrants dorment dehors. Dans certains centres, des témoins affirment qu'ils les ont torturés et les ont forcés à appeler leur famille pour leur réclamer de l'argent. Dans un autre centre de détention, maltraité. Même si les gardes étaient des musulmans, comme nous. Grâce à Dieu, ensuite, on a été emmenés ici. Sur ces images, on voit l'ONG Médecins sans frontières qui sauve des migrants non loin des côtes libyennes. Cette année, les gardes-côtes libyens ont eux intercepté 26 000 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe.
Mais d'après l'ONU, seuls 7000 d'entre eux ont été enregistrés dans des centres de détention officiels. L'Union européenne a déjà donné plus de 450 millions d'euros à la Libye depuis 2015. Mais d'après des journalistes d'investigation, il y a eu d'importants détournements d'argent au profit de milices et de passeurs qui exploitent les migrants. Direction le Rwanda, un YouTuber et 5 membres de l'opposition accusés de répandre des rumeurs et d'inciter au soulèvement et aux troubles ont été arrêtés. Les 6 personnes au total seraient détenues dans le cadre d'une seule et même affaire. La correspondance de notre à Kigali, de Simon Wolfart. Le journaliste youtubeur de la chaîne Umubavu TV, Théoneste Nsengimana, a été arrêté mercredi, accusé par le bureau des enquêtes rwandais de répandre des rumeurs. Le youtubeur avait déjà été arrêté en 2020, accusé d'avoir payé pour obtenir des faux témoignages. Il avait finalement été relâché faute de preuves. Le journaliste a été arrêté avec 5 autres personnes qui, d'après l'opposante Victoire Ingabire, seraient des membres de Dalfa Umuronzi, son parti non reconnu par les autorités rwandaises. Victoire Ingabire assure qu'elle devait participer aujourd'hui à un débat sur la chaîne YouTube Umubavu TV aux côtés de plusieurs membres de l'opposition en exil, raison pour laquelle, d'après elle, ces arrestations auraient eu lieu. Elle dénonce des intimidations visant son parti. Pour le bureau des enquêtes rwandais, les 6 personnes arrêtées constituaient une bande organisée et souhaitaient causer un soulèvement au sein de la population. Déjà le mois dernier, c'était une autre youtubeuse, Yvonne Idamange, qui avait été reconnue coupable d'incitation à l'insurrection et condamnée à 15 ans de prison. En mars, Human Rights Watch avait exprimé son inquiétude face à l'attitude des autorités contre les personnes utilisant YouTube ou des blogs pour s'exprimer sur des questions parfois controversées. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, un 2e cas d'Ebola confirmé dans l'est de la République démocratique du Congo. Annonce des autorités sanitaires ce jeudi. Il s'agit d'une femme de 42 ans originaire de la ville de Beni. Le premier cas était un petit garçon décédé depuis de la maladie. L'épidémie qui a sévi entre 2018 et 2020 à Beni et à Butembo avait fait plus de 2200 morts. Le Burundi a reçu jeudi ses premiers vaccins lors d'une cérémonie officielle tenue dans la capitale économique Bujumbura. 500 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine. Le Burundi est un des derniers pays au monde à ne pas avoir commencé à vacciner sa population contre le Covid-19. La visite du président kényan à la Maison-Blanche, Uhuru Kenyatta, est reçue ce jeudi à Washington par le président américain Joe Biden. Il est le premier chef d'État africain à être invité à Washington. Au menu des discussions, la solide relation bilatérale entre les 2 pays ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux. Fin de citation. Le Kenya est sous le choc après l'annonce de la mort de l'athlète de haut niveau Agnès Tirop. La double médaillée de bronze aux mondiaux d'athlétisme sur 10 000 mètres a été retrouvée poignardée à son domicile. La police recherche activement son mari, principal suspect, Marc Pope. Devant le domicile d'Agnès Tirop, les amis de l'athlète sont en larmes. L'étoile montante de l'athlétisme kényan vient d'être retrouvée morte, poignardée à l'abdomen. Beaucoup sont venus lui rendre hommage. Huyu rafiki wangu ametuaja kwa njia nyingine ambayo imetutatanisha sisi wote. Hatukubali kwamba Agnes Tirop ambaye tulikuwa tunatarajia na maombi zetu kila siku afanye mazuri kwa Kenya mzima, imefika mwisho wake wa kumalizwa hivyo. Hatukupenda. À seulement 25 ans, Agnès Tirop portait tous les espoirs de son pays. Elle venait de battre il y a un mois le record du monde du 10 km dans une course exclusivement féminine et elle avait terminé 4e lors des Jeux Olympiques de Tokyo sur 5000 mètres. Selon les premiers éléments de l'enquête, son mari, Emmanuel Rotich, pourrait être le meurtrier. Il est activement recherché. Lakini iko maneno ambayo ilitoka kwa jamii ya bwana yake Tirop ambao walisema ya kwamba bwana alikuwa amepigia wasasi akilia, akiwaelezea kwamba Mungu amsamehe, iko kitu ambayo amefanya. Le président kényan Uhuru Kenyatta a également rendu hommage à la championne, déplorant la perte d'une héroïne nationale. Dernière ligne droite dans la campagne présidentielle au Cap-Vert. Dimanche, les électeurs de ce petit pays au large du Sénégal devront départager 7 candidats. L'archipel est connu pour sa démocratie et sa stabilité. Depuis les premières élections libres il y a 30 ans, le pays enchaîne les scrutins transparents et les campagnes apaisées. Quel est le secret de ce succès? Élément de réponse dans ce reportage signé Sarah Sacco et William Delesseux. C'est l'un des favoris du scrutin.
José María Neves, le candidat de gauche, rencontre ses jeunes partisans dans cette discothèque louée pour l'occasion. Au programme, chanteurs populaires et échanges politiques. Le tout dans une ambiance festive. Kevin est un soutien de la première heure. La campagne se déroule tranquillement. Dans mon quartier, tout se passe dans la paix et l'harmonie, en toute humilité. Du côté du conservateur Carlos Veiga, l'autre grand favori, l'heure est aux préparatifs pour le meeting du soir. La campagne se déroule merveilleusement bien, comme on aime. Une campagne apaisée, un héritage au Cap-Vert qui consolide sa démocratie depuis 30 ans. Ce succès est aussi à mettre au crédit des anciens dirigeants de l'archipel. Pedro Pires a respecté la limite de 2 mandats présidentiels. L'homme très respecté dans son pays est lauréat du prix Mo Ibrahim, qui récompense les anciens chefs d'État au parcours impeccable. Si vous pensez que la perte du pouvoir est une catastrophe, c'est très compliqué. Donc, il y a une vie, il faut accepter ça. Il y a une vie après le pouvoir, il y a une vie hors du pouvoir. Cet analyste politique met en avant une autre spécificité capverdienne pour expliquer la raison de ce succès. Ici, les militaires n'ont jamais eu suffisamment de pouvoir. Ils ont toujours été des acteurs secondaires, tandis que dans d'autres pays, on constate que les militaires ont une grande force dans la prise de décision. Autre particularité de cette élection, les 7 candidats concourent en leur nom propre, en dehors de tout parti politique. On en vient à l'entretien accordé par le président centrafricain à RFI et France 24. Faustin Archange-Touadéra répondait aux questions d'Alain Foka. Il est entre autres revenu sur la présence de mercenaires russes aux côtés des forces centrafricaines et des armes envoyées par Moscou. Écoutez. En matière de défense, pour nous aider. Les Russes sont en Centrafrique. Ils sont venus nous appuyer. D'ailleurs, ça a commencé déjà par une notification du comité de sanctions des Nations Unies. Des Nations Unies. J'ai été discuter avec le ministre Lavrov pour lever leur veto sur la livraison des armes que la France devrait nous fournir, des armes saisies au large de Somalie. Le ministre Lavrov avait déjà dit que non, il ne pouvait pas, parce que les résolutions ne permettaient pas de le faire. Mais par contre, il consentait de nous fournir gracieusement des armes pour compenser cela. Voilà un entretien à retrouver dans son intégralité ce vendredi sur nos antennes. On reste en Centrafrique où les inégalités entre les sexes sont encore coriaces. Mais il y a un domaine d'activité où l'on arrive à tordre le cou aux mauvaises habitudes, celui de la construction. Même si ce sont le plus souvent les hommes qui dirigent les travaux, certaines femmes commencent à s'imposer. Reportage de notre correspondant à Bangui, Clément Di-Robin. Une pierre après l'autre, la capitale centrafricaine retrouve sa fameuse coquetterie après des décennies d'instabilité politique. Comme ici à l'université, les chantiers fleurissent dans tout Bangui, exécutés et dirigés par de nouvelles mains. Si ce n'est pas au niveau ici, ça va dérégler le travail, quoi. Evodi a 23 ans à peine. Elle est l'une des rares femmes ingénieures civiles du pays. Chaque jour, elle doit faire ses preuves. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus, leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieur. Je vais faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumettent pour que le travail puisse avancer. Avancer et susciter des vocations. L'autre défi d'Evodi qui transmet à sa stagiaire le virus de la construction. Une orientation vers le bâtiment dans un pays où les opportunités se multiplient. Vu qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, donc ça me fait du bien d'aspirer auprès d'elle. C'est un domaine qui est vraiment simple si on se donne à fond, quoi. Tu fais les mêmes pas que... Et voici celle qui leur a donné leur chance. Yachien Yu, la gérante d'une des plus grandes sociétés de BTP en Centrafrique, est responsable de ce chantier de 4 millions d'euros. Voilà, parce qu'ici, dans différents domaines, il y a des femmes excellentes. Et chez nous, en Chine, on dit que les femmes, c'est moitié du ciel, les hommes aussi, c'est moitié du ciel. Donc, on fait ensemble. Voilà. À quelques pas de là, au 3e étage d'un immeuble qui bientôt en comptera 5, Lionel Baguen fixe les fers à béton.
Cette ferrailleuse travaille dans le secteur du BTP depuis déjà 6 ans, ce qui lui permet de nourrir sa famille. J'ai remarqué que peu de femmes faisaient ce métier, donc j'ai décidé d'apprendre en formation. Et maintenant, je suis ouvrière qualifiée. Il faut que les femmes osent et s'arment de courage pour développer le pays. Evody, Jennifer et Léonel, de nouvelles bâtisseuses qui font encore figure d'exception en Centrafrique, avant-dernier pays du monde en termes d'inégalité entre les sexes, selon les Nations Unies. On termine par la reprise de la ligne Conakry Express, le train qui relie la capitale guinéenne à sa banlieue avec des milliers de personnes transportées par jour, reprend cette semaine ses rotations après 10 mois d'arrêt. Lancé en 2010, Conakry Express passe par une dizaine de gares sur une distance de 36 km. Ces liaisons ont plusieurs fois été interrompues en raison de pannes diverses. Voilà, on se quitte sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.